Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Avec nous aujourd'hui, Marianne Pearl, journaliste, militante des droits humains, veuve également de Daniel Pearl, journaliste assassiné en 2002 par Al-Qaïda. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes ici au Women's Forum, une rencontre internationale de femmes d'influence qui fête d'ailleurs son 10e anniversaire. Vous êtes ici parce que vous vous engagez pour la cause des femmes. Pourquoi est-ce que cette cause vous touche particulièrement ? Parce qu'elle concerne plus de la moitié du monde, de la planète, et parce que je pense que, d'abord parce que moi personnellement, c'est quelque chose que je trouve, c'est un thème qui me donne beaucoup de satisfaction. Je pense que dans le journalisme aujourd'hui, j'aurais eu du mal à trouver quelque chose qui soit si, qui remplisse tant, non, au niveau humain, parce que les femmes sont formidables et que quand on investit avec elles, elles grandissent, quoi, vraiment. Donc, et donc j'ai découvert en fait le monde des femmes un peu comme ça en tant que journaliste. En faisant des reportages ? En faisant des reportages, en faisant un livre en fait qui s'appelle In Search of Hope, en recherche d'espoir, et qui est en fait de portraits de 18 femmes dans le monde qui toutes se sont dressées seules à un moment donné, et le résultat de leur action a changé la vie de milliers de personnes. C'était ça un peu comment je voulais construire mon livre, et j'ai été vraiment touchée et fascinée en fait par le travail de toutes ces femmes, et j'ai par vu leur force, par leur surtout le sens de justice très fort, non, et il m'a semblé qu'en fait les qualités qui étaient retrouvées dans ces femmes-là, c'était exactement les qualités dont on a besoin pour en sortir au niveau mondial, non, cette contrôle sur soi-même, la détermination, l'empathie, enfin toutes ces qualités qu'elles ont pu développer pour les autres, c'est vraiment ce dont on a besoin généralement dans le monde, quoi. Alors concrètement, comment vous vous engagez pour améliorer la condition des femmes aujourd'hui ? Vous êtes dans une association ? Oui. Vous militez dans une association ? C'est pas une association, je milite pas. Je fais du journalisme. Ce n'est pas une ONG. C'est une entité en fait qui a été créée par Gucci, donc une entité privée, non, et qui en fait, je crois, a compris qu'on est dans un moment extrêmement important en fait où il y a plusieurs courants qui viennent influencer donc la transformation des femmes. L'un étant la technologie, bien évidemment. Les réseaux sociaux, la conscience, hein, qui tout à coup se réveille, l'action de certains individus comme Malala et d'autres. Et tous ces éléments-là sont ensemble. En fait, Time for Change facilite déjà quelque chose. On a construit. C'est une plateforme, en fait. C'est une plateforme, mais par contre, elle est très puissante. Parce que justement, on peut maintenant prendre le potentiel d'une société comme Facebook pour communiquer, des magazines, de Gate Foundation. Enfin, voilà, ce sont des partenaires très puissants. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser quand même, parce que pour un public francophone, on connaît les associations, on connaît les fondations. Là, vous parlez d'une institution privée, et ça ressemble, bon, c'est une tradition peut-être anglo-saxonne. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Je crois que c'est en fait vraiment nouveau. Je crois que c'est vraiment nouveau parce que c'est une société qui décide. En fait, donc c'est une entreprise. C'est une entreprise, c'est Gucci, non ? C'est Kering aussi. Oui, c'est une entreprise qui démarre, non, sur une idée. Bon, c'est le moment. Maintenant, il faut faire quelque chose. Donc, on a fait un énorme concert qui a été diffusé pour 1 milliard de personnes. C'est la plus grande diffusion, je crois, mondiale. Et en fait, on a commencé comme ça. Alors, dans la tradition française, on n'est pas tellement habitué à mélanger, enfin, ou en tout cas beaucoup moins que dans le pays anglo-saxon, disons, les entreprises privées, les causes humanitaires. Ça a parfois une odeur de soufre. On parle de charity business. Comment vous vous situez par rapport à ça ? Moi, je crois c'est fini. Ces problèmes-là, enfin c'est fini, non, ça existe toujours, mais je veux dire, on est en train de passer à autre chose, hein. Je crois que cette autre chose, c'est d'abord d'une part que les différents acteurs qui viennent travailler ensemble le font vraiment pour les femmes. Alors qu'est-ce que vous voulez changer pour les femmes en fait ? Qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Quelles sont les causes concrètes sur lesquelles vous Il y a malheureusement tout à faire encore, hein. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux en fait de travail, hein, pour que les femmes puissent être entendues. Moi personnellement, en tant que journaliste, ce qui me touche le plus et ce qui est pour moi le plus important, c'est que aujourd'hui, on peut maintenant entendre des voix vraiment qu'on n'avait jamais entendues. Hein, donc moi, par exemple, je cherche à travailler avec des journalistes au Soudan, en Éthiopie, en Somalie, etc. Parce que ces gens-là n'ont jamais eu d'histoire. Donc on leur rend leur histoire. Hein, donc ça, c'est un élément. Après, il y a des choses très concrètes dont les femmes ont besoin. Et puis dans nos sociétés occidentales, on a en fait l'impression de ça y est, on est bien, nous, ça va. C'est l'impression qu'on a. Mais pas du tout, absolument pas. Mais on serait vraiment. C'est-à-dire, c'est étonnant le niveau d'ignorance qu'on a sur nous-mêmes. Hein. Donc c'est partout.
C'est partout et c'est maintenant. Et je pense que c'est le vrai grand mouvement de notre génération. De notre génération. Donc faire parler, mieux parler des femmes, de ne pas toujours les représenter comme des victimes. Leur donner du pouvoir. C'est une question de pouvoir. Les femmes aujourd'hui, même en Occident, en France, n'ont pas le pouvoir, n'ont pas suffisamment de pouvoir. Bah, demandez-leur. Mais je pense que c'est pas une question en fait c'est qu'elles puissent développer toutes leurs qualités en tant que femme, en tant que personne, etc. Donc non, il y a toujours ce qu'on appelle le glass ceiling, je sais pas comment on dit en français, le plafond de verre. Oui, le plafond de verre, le plafond de verre est toujours là. Économiquement, on n'est pas payé pareil. On fait le double shift. Enfin bon, la liste est longue. Hein, il y a du boulot. Quelle est la place des hommes dans ce combat pour, disons, la parité ou en tout cas pour améliorer la condition des femmes pour vous? Elle est essentielle. Je crois que tout le monde comprend en fait que c'est pas et que le féminisme a changé déjà, qu'on n'est pas dans un femme contre les hommes, etc. Non, je pense que la résistance au fait de donner du pouvoir aux femmes est très très profonde. Et je pense que certaines personnes ne se rendent même pas compte. Donc le travail qu'on va avoir, c'est de changer ces mentalités. Donc les hommes éveillés viennent petit à petit, n'ont plus honte ou n'ont pas peur de perdre leur masculinité ou leur virilité. Il y a toutes ces espèces d'éléments qui empêchaient en fait le progrès, qui sont en train de changer petit à petit. Est-ce que vous vous définissez comme féministe ? Eh bien, je sais pas. Je sais pas parce que je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je me définis plus comme humaniste, c'est-à-dire comme j'aime pas l'injustice, mais qu'elle soit faite aux femmes, ou qu'elle soit faite aux noirs, ou aux homosexuels, ou etc. C'est la même, c'est la même nature. Donc moi, voilà. Vous n'aimez pas l'injustice, vous définissez comme humaniste. Je voulais vous poser une question sur votre identité parce que vous avez des multiples origines. Alors, je crois que c'est juif d'origine néerlandaise avec des grands-parents cubains, chinois. Vous êtes qui exactement, en fait, en termes d'identité ? Well. Peut-être que je représente une espèce de développement pour l'humanité. On va espérer qu'on va réussir à se mélanger et à aller bien, non ? Et donc, moi, effectivement, c'est une chance pour moi, une chance d'avoir la famille à Cuba, la famille en Hollande, aux États-Unis, partout. Effectivement, mon grand-père était chinois. Parce que j'ai pas de frontières. J'ai vraiment pas... j'ai intégré ça complètement. Et je pense qu'on peut maintenant développer une identité globale, c'est-à-dire sans perdre qui on est, avoir la capacité de fonctionner dans le monde. C'est pas un problème. C'est plus un problème, je pense. C'est plus un problème. Vous avez un fils qui a 12 ans. C'est quoi les valeurs que vous essayez de lui transmettre ? Lui, il va être obligé de se sentir, de se comporter bien avec les femmes, ça c'est clair. Mais je crois que j'essaye vraiment de lui montrer un exemple de comportement humain à mon fils. En préparant cet entretien, je voyais aussi que vous pratiquiez le bouddhisme de façon assez sérieuse, visiblement, et vous faites partie alors je ne sais pas si c'est un réseau ou une association qui s'appelle Soka Gaikai, qui œuvre pour la paix dans le monde. Ça paraît être un programme totalement utopique. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? C'est pas du tout utopique, hein. C'est très concret. Moi, ça fait 30 ans que je pratique, quand même. J'ai commencé jeune. J'avais pas donc toutes ces origines. Donc, j'avais pas forcément, on m'a pas dit, bon, t'es catholique ou t'es ceci, t'es cela. Donc, c'est mon choix. Et ça, c'est quelque chose de, pour moi, très important. Par exemple, par rapport à mon fils, j'ai un total respect de son choix. C'est-à-dire que s'il décide de suivre la religion juive, ça sera ça. S'il veut être bouddhiste comme moi, il le sera. Et voilà. Donc, c'est un choix. Quand c'est un choix, ça devient autre chose, non ? C'est plus une imposition, une identité. Le bouddhisme n'est pas mon identité, c'est juste ma terre. C'est comme une sorte de terre. Donc... voilà, donc moi, le but de la Soka Gaikai, en fait, c'est que de la pratique de ce bouddhisme, c'est le développement de chaque être humain, dans l'idée que chaque personne a une chose à faire qui lui est propre, non ? Et que plus la personne se développe et s'harmonise, etc., plus elle peut transformer son environnement, plus elle peut d'abord soi, et puis sa famille, son environnement, etc. Donc c'est en fait une vision de la paix mondiale qui démarre de l'individu. Et c'est vrai que c'est cette philosophie qui m'a fait comprendre, découvrir la force de l'individu, que tout est basé là-dessus. Tout est basé là-dessus. Donc voilà. Un peu plus tôt dans la journée, vous disiez, ou enfin, je sais pas, pendant une conférence avec Salma Hayek, vous disiez, en fait, chaque individu peut changer. Le monde s'y prend un petit peu de temps chaque jour. C'est pas
un peu utopique quand même tout ça. Est-ce que vous y croyez vraiment? Ah, moi j'y crois vraiment, oui. Non, mais dans le sens, moi j'y crois, mais je le vois tout le temps, tous les jours. Parce que je suis rédactrice en chef de la plateforme journalistique de Chime, ou de Storytelling, donc on raconte des histoires, etc. Et vous n'avez qu'à lire. Vous verrez la force de ces personnes. Et ce sont des gens qui sont dans des villages, qui sont des gens qui ont été entraînés, ou ça vient d'eux, non? Donc l'idée, en fait, si je vous suis bien, c'est vous faites émerger, en fait, ou vous faites remonter des histoires qui viennent du terrain. Tout à l'heure, enfin, visiblement dans votre travail, il y a aussi ce qu'on appelle une partie de storytelling, c'est un mot qui est un peu à la mode en France, qui est en fait l'art de raconter des histoires. En même temps, c'est assez critiqué aussi en France, parce qu'on dit que le storytelling, c'est finalement une façon d'embellir certaines réalités qui est utilisée, instrumentalisée, notamment par les hommes politiques. Est-ce que c'est pas... Vous savez, à un moment donné, il faut cesser de regarder, il faut cesser de penser. Faites ce qui est vrai pour vous. Donc, il y aura toujours des critiques, surtout en France, parce qu'on aime bien ça, on aime bien les débats d'idées, on aime bien, c'est ça, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, ce sont vos convictions qui comptent. Moi, je suis absolument convaincue, mais je l'ai vécu, je l'ai vu et je le sais, donc je n'ai pas besoin de l'approbation des autres, si vous voulez, pour croire vraiment qu'une personne qui a une vraie grande détermination, qui a un vrai sens de justice, a un pouvoir absolument extraordinaire. Alors, une dernière question. Par rapport à l'extrémisme qu'on peut voir aujourd'hui, et notamment l'organisation de l'État islamique, le pouvoir de la conviction, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aussi? Écoutez, moi je pense que ces gens-là nous obligent en fait à... Donc ils essaient d'imposer ce qui sont des valeurs pour eux, non? Et qui attirent beaucoup de jeunes d'ailleurs. Et qui attirent beaucoup de jeunes, c'est normal. Je veux dire, c'est finalement facile à défaire, hein, le processus du terrorisme et ce qui implique les jeunes. Et c'est là que c'est compliqué parce que ça nous implique nous aussi. Je veux dire, il y a des causes et effets, hein, qui sont compliqués, dont on n'a pas le temps de parler ici, mais ça nous oblige à revoir nos valeurs, vraiment. Donc, à partir de là, à chacun de trouver sa conviction. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de croire dans la politique. C'est difficile de croire dans les institutions. C'est difficile de croire dans tout ça. C'est difficile peut-être de croire en Dieu, non? Et il nous reste la dernière révolution qui n'a pas été faite, c'est la révolution humaine. Et c'est ça qui m'intéresse. Et ce sera un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Marianne Pearl, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci à tous de nous avoir suivis. L'info continue sur France 24.